Bonjour les amis. Alors, ben oui, vous avez vu, je suis sûr que tous mes abonnés le connaissent. Thierry Casasnovas. Bonjour Guy, bonjour à tout le monde. Merci. Alors, d'abord, on n'a pas avec la même maladie, mais le même parcours. Il était malade, il était quasiment en train de mourir et il s'est sauvé naturellement. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire pour moi-même, bien évidemment, et pour vous tous qui êtes malades. Et c'est ce que fait tous les jours Thierry. Alors Oui, Thierry, à toi de jouer. oui, non, mais c'est effectivement, tu sais, on peut le dire aussi, je pense, à la caméra, ça fait quand même un bon petit moment qu'on échange tous les deux, parce que c'est vrai que dès le départ, on m'a envoyé le lien d'une de tes vidéos et j'ai été extrêmement touché par quelque chose aussi qui résonne pour moi, c'est-à-dire que euh, tu as fait de ton histoire individuelle un bienfait collectif. Tu t'es dit, voilà, je ne vais pas le vivre tout seul, je vais partager, je vais expliquer ce que je vis. Et tu l'as fait dès le départ. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché au travers de tes vidéos. On sentait que tu mettais tes tripes sur la table. Tu vois, tu n'étais pas là à jouer un rôle, à te donner un genre. Tu étais vraiment d'une honnêteté totale par rapport à ce qui marche pas. Tu n'avais pas un dogme à défendre. Tu étais juste en recherche de vérité et tu essayais de le partager au plus grand nombre. Et ça, effectivement, ça m'a beaucoup touché et j'espère pouvoir dire que c'est quelque chose qui nous rejoint tous les deux, cette volonté de comprendre, d'expérimenter, de parler de ce qu'on a vécu et non pas de choses trop intellectuelles qu'on ne maîtrise pas, et de toujours être capable de remettre en cause ce que l'on sait, parce que la première recherche est une recherche de vérité, non pas une recherche de dogme. Et ça me paraît vraiment très important. Alors tu vois, ce que tu dis, c'est exactement ça. Combien de fois je me suis accroché avec des grands professeurs, quasiment, je vais dire, de 3, 4 pays au monde, parce qu'ils voient leur manière de voir, ils ont leurs ornières comme ça. Et puis, ils pensent à la publication de demain, d'après-demain, etc. Et moi, je leur dis, comme Didier Raoult, mais en attendant, il y a des gens qui meurent. Voilà. Donnez-nous des solutions de suite. On n'a Mhm. pas le temps. Et d'où le titre de mon livre, Survivre pour guérir autrement. Mais d'abord, il faut survivre avant de pouvoir guérir. Exactement. Et ça, c'est une donnée avec le cancer qui est vraiment problématique parce qu'effectivement, ce sont souvent des organismes qui sont déjà faibles et fatigués et que la priorité, c'est donner du temps pour que ce que l'on met en place à côté puisse agir. Et on est toujours dans une espèce de course contre la montre et cette notion de survivre est essentielle. Je pense que c'est même la clé de la problématique. C'est la clé. C'est la clé. Par expérience, moi, j'ai pu assister. Bon, moi, je suis ni naturopathe, ni médecin, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Mais j'ai une amie proche, par exemple, qui avait mené un petit peu le même combat que toi. Sauf que je pense que elle a vraiment mis l'accent sur guérir le cancer sans penser à sa propre survie autant qu'il lui faudrait pour faire ça. Et finalement, elle a négligé énormément de paramètres et elle n'est pas morte de son cancer, mais d'une cirrhose au foie parce que son foie n'a pas supporté, parce que le reste de l'organisme ne suivait pas. Et donc, cette notion de survivre pour guérir, elle est importante parce qu'en fait, quelque part, la guérison ne pourra pas se passer en dehors du corps. Donc, si on peut pas guérir une tumeur sans s'intéresser à la globalité du corps et à son fonctionnement complet. En tout cas, moi, dans mon approche, c'est ce que je crois. Et c'est exactement ce que je pense, puisque maintenant, en plaisantant, tu le sais, je dis, je pense, je pense plus comme moi, je pense pas comme les médecins, je pense comme Thierry. C'est très Par touchant. exemple, Merci. oui, je te le dis. Par exemple, j'ai mes selles qui sont devenues depuis plus d'un mois et demi, liquides. On dirait, tu sais, les jus que tu sors de ta machine, eh ben, moi, ça sort d'ailleurs, mais c'est le même jus. Et au lieu de me bourrer de médicaments, je me suis dit, mais pourquoi mon corps a transformé mes selles en jus? Et Ouais, alors, pourquoi est-ce qu'il n'absorbe pas toute cette eau? Parce que normalement, c'est absorbé au niveau du côlon. oui, donc je me suis dit, est-ce que cette eau, est-ce que ça sert à nettoyer les intestins? Est-ce que ça... Mais de toute façon, si mon corps a décidé de le faire, pourquoi est-ce que je vais aller le contrarier en prenant des probiotiques, en prenant de l'ultralevure? Toi,
qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme ça? Alors, ça va vraiment dépendre de pas mal de paramètres, mais c'est vrai qu'a priori, ma démarche, elle est toujours de ce type-là. C'est-à-dire que face à un symptôme, avant d'essayer de contrer le symptôme, je vais d'abord essayer de comprendre, ou en tout cas de formuler des hypothèses pour me dire quel sens ça peut avoir. Parce qu'effectivement, je pense que c'est là où il y a quand même une vraie césure dans les approches, dans les regards sur le corps. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, et c'est un postulat a priori, alors un postulat qui se vérifie, que j'ai vérifié aussi au travers de mon expérience. Mais le postulat, c'est que aucun des mécanismes qui ne se passent dans le corps n'est aberrant ou n'est contraire à la vie. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui se passe dans le corps va toujours dans le sens de Oui, oui. perpétuer, ça y est, je l'ai attrapé, perpétuer la vie, coûte que coûte, avec les ressources qu'on a. Donc, chaque fois, j'interprète, je me dis, OK, la réaction que je vois, bon, elle peut ne pas être agréable, elle peut être inconfortable et quoi que ce soit, mais dans ma tête, je me dis, cette réaction, le corps la met en place pour arriver à vivre malgré tout. Donc, essayons de comprendre. Alors, par exemple, là, tu me parles vraiment de sel liquide. Bon, immédiatement, moi, je te dirais, bon, première question, est-ce que tu as une alimentation solide ou une alimentation qui est exclusivement liquide? Non, j'ai une alimentation, je mange des légumes crus. Oui. Alors, on en parlera un peu plus tard, si tu veux bien, dans la discussion, parce que j'avais vu ta vidéo sur le jus de céleri et une amie m'a posé la question. Elle me dit, mais je vois partout ton histoire de jus de céleri et moi, je me fais tous les jours des jus de céleri et je vais continuer à faire des jus de céleri. Oui. Bonjour, Laurence. Et je lui ai envoyé ta vidéo sur les jus de céleri en lui disant, pour moi, un jus de céleri tout seul ne sert à rien parce que je te rejoins tout à fait dans cette approche. Mais par contre, en ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai pris Richard Béliveau, qui est un médecin canadien, qui a fait une étude très intelligente. Il a pris des boîtes de pétri, tu sais, pour les autres, Oui. c'est des pots en verre. Dedans, on met des cellules du cancer et on met un peu de chou-fleur, on met un peu de radis, et il est arrivé avec une courbe comme ça. Oui. Voilà. Alors, en haut, ça veut dire la salade, la laitue, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, quand on se dit ça ne sert à rien, ça ne tue pas le cancer. Et il arrive tout en bas avec le brocoli, les bébés brocolis, qui tuent un maximum de cellules du cancer. Et donc, moi, j'ai pris toute la partie plate et je ne mange que ça. D'accord. Alors, c'est certainement une erreur. Je te dirai après la liste de ce Pourquoi? que je mange. Quand je dis que c'est peut-être une erreur, parce que je sais très bien que de cette manière, mon corps n'a pas tout ce qu'il a besoin. Parce que tous les autres aliments qui existent, ben, il y a des choses que je ne lui donne pas. Et c'est pourquoi on passera aussi à la supplémentation. Et c'est pour ça que je prends tous les minéraux, toutes les vitamines en cachet, parce que mon ami Espoir Métabolique, je t'en ai parlé, Patrick Louis, a retrouvé des notes, imagine-toi, de 72, 73, je ne sais pas, où son professeur à l'époque, dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé Patrick, disait que les malades du cancer, tout en mangeant tout à fait correctement, meurent dénutris parce que le corps n'a plus la force de fabriquer les nutriments nécessaires. Alors, voilà. Il y a beaucoup de choses là dans ce que tu dis, il me semble. Tu permets que je revienne un petit peu sur pas mal évidemment, je vais trop vite. Alors, non, mais c'est super ça. Là, mais t'étais un passionné, donc c'est normal. Je vais pas te jeter la pierre. Je fais comme ça. Bon, il me semble que, tu vois, pour revenir à la question que tu posais au début, c'est-à-dire cette histoire, par exemple, de chasse gastrique, et pour expliquer un petit peu la façon que je peux avoir de raisonner, il est certain que si je me retrouve face à une personne qui a une alimentation qui n'est pas que liquide, et que cette personne me dit, ben voilà, j'ai des sels qui sont liquides en permanence. La première question que je vais me poser avant de lui dire, ah, tu pourrais prendre de l'argile, ou tu pourrais prendre des antidiarrhéiques, ou tu pourrais prendre quoi que ce soit, je vais me dire, mais comment ça se fait que le corps qui normalement réabsorbe les liquides au niveau du côlon ne les réabsorbe pas?
Donc, comment ça se fait que finalement, ces liquides restent et donc accélèrent le transit? Et c'est là où, alors, il y a ce qu'on constate. Donc, ce qu'on constate, c'est des sels liquides. Et après, on va partir dans des hypothèses. Hein. Donc, on est toujours à faire des hypothèses. Il faut pas, je prétends pas avoir la vérité. Je veux dire, et si c'était ça? Et si c'était ça? Et ces hypothèses, eh bien, à force de corrélation, on va pouvoir les valider, entre guillemets, jusqu'à ce qu'une nouvelle hypothèse puisse remplacer ça. Donc moi, par exemple, une hypothèse que je propose souvent quand je vois une personne qui a comme ça une chasse gastrique quasi continue, c'est de dire que si le corps ne réabsorbe pas les liquides, c'est pour permettre, le fait que ça soit liquide, ça permet donc un balayage intestinal beaucoup plus rapide et ça correspond dans l'hypothèse que je propose, à une forte réaction de nettoyage au niveau digestif, c'est-à-dire une cathare, comme on dit, une cathare digestive, qui veut dire que ça va balayer les intestins. Alors, après, c'est toujours pareil. Pour moi, il y a un facteur qui va rentrer en compte, c'est combien de temps dure la réaction. Parce que normalement, pour moi, une réaction de nettoyage, c'est une réaction qui va avoir un début et qui va avoir une fin. C'est-à-dire que c'est un peu comme tu fais le ménage chez toi, tu commences à un moment. Si tu as du gros ménage à faire, ça va durer quelques heures, voire quelques jours. Mais au bout de quelques jours, ben, ton ménage, il sera terminé. Et donc, ça, c'est le facteur, c'est que si ça devient chronique, alors il y a peut-être autre chose à aller voir derrière. C'est-à-dire, ça dure quelques jours, quelques semaines, tu as un gros nettoyage intestinal à faire, ça me surprend pas. Tu me dirais, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est ça. Je dirais, il y a peut-être quelque chose à comprendre qui pourrait être, par exemple, du domaine d'une super inflammation intestinale. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, c'est toujours l'idée de, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça devient chronique? Si ça devient chronique, là, moi, toujours, attention, soyons attentifs. Ça veut peut-être dire que le corps n'y arrive plus par lui-même. Hein. Et c'est là où, tout à l'heure, on va parler, par exemple, des compléments alimentaires. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport donc à cette classification des aliments et leur action, on va dire, hein, qu'ils peuvent avoir sur les cellules cancéreuses, je pense qu'il me semble, et ce genre d'outils tel que tu le présentes me paraît très, très intéressant. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que les aliments qui vont avoir le plus d'action sur les cellules cancéreuses sont ceux qui sont le plus riches en micronutriments, et en principe actif. Quand on parle de la famille des crucifères, par exemple le chou, les brocolis, les choses comme ça, tu as parlé de la grenade avec tous ces antioxydants. Donc, on a des produits qui sont extrêmement riches en micronutrition. Et ça va être ça le critère. C'est-à-dire, tu prends de la salade pas bio, qui a été juste gavée d'eau et c'est de l'eau et rien du tout. Effectivement, ça ne va pas apporter grand-chose. Et donc, il me semble que, si je peux me permettre, la question préalable, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une tumeur et comment dire, est-ce qu'on considère, la césure, ça va être, est-ce qu'on considère la tumeur comme un événement négatif qui arrive par hasard, qui est un problème pour le corps et qu'il faut dézinguer à tout prix, ou est-ce qu'on considère la tumeur comme quelque chose qui apparaît parce qu'il y a des circonstances qui permettent son apparition et que quelque part, le but premier, et tu vas comprendre que c'est un peu souvent mon approche, le but premier n'est pas tant de détruire la tumeur que de rétablir les conditions qui vont faire que ce développement tumoral n'aura plus de sens à l'échelle de l'organisme. Ce qui va revenir au même, mais on ne va pas attaquer directement la tumeur, on va rétablir les conditions qui vont faire que cette manifestation symptomatique, qui pour moi ne reste qu'une, entre guillemets, parce qu'un cancer, pour la personne qui le vit, tu es le premier à en parler, ça prend toute la place, c'est une vie qui bascule, c'est terrible pour soi, pour l'entourage et tout. Donc, je ne voudrais pas avoir tendance à minimiser, mais ça, entre guillemets, ça reste un symptôme, c'est-à-dire c'est un signal, une manifestation, et qui, pour moi, dans mon approche, même si c'est ce qui va attirer notre attention et nous mettre en mouvement pour changer quelque chose, ne devrait pas être notre unique point de focalisation. Et c'est pour ça que souvent je parle de santé globale, c'est rétablir l'état du terrain physiologique de manière à ce que cette manifestation symptomatique, eh bien, elle n'ait plus lieu d'être et elle disparaisse d'elle-même. Parce que le corps a tout ce qu'il faut pour réduire les tumeurs. Je suis enchanté de ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce que je dis, depuis toujours, j'ai été diagnostiqué avec un cancer terminal. Ça veut dire phase 4, groupe 5, c'est-à-dire de la prostate, si je ne me trompe pas. De la prostate, des os et des ganglions lymphatiques. D'accord. Et les oncologues que j'ai vus m'ont dit, c'est trop tard, en gros, profite de la vie, t'es foutu, etc., etc.
Et on m'a donné des médicaments qui n'étaient que des médicaments palliatifs. Je suis allé voir, tu sais comment je suis allé voir, étudier ce qu'étaient ces médicaments et tu avais 30% de chances de mourir d'un arrêt cardiaque au lieu du cancer. Et comme m'a dit l'oncologue avec qui j'ai sympathisé, ouais, moi je préférerais que tu meurs d'un infarctus parce que comme ça, tu ne vas pas être dans les statistiques C'est terrible. hors du cancer. Mhm. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir pas été diagnostiqué avec un cancer de stade 2 ou 3, où on m'aurait vite envoyé allez, chirurgie, et je t'enlève un morceau, et puis je fais ci, et je te fais de la radiothérapie, et on te bousille. On te bousille. Je suis intact. Je suis intact grâce à cette chance qui est. C'est ridicule. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je dis des conneries, excuse-moi. Non, mais si tu l'expliques, ça se comprend parfaitement. Mais évidemment, parce que j'ai eu la même approche. Mais ça sert à quoi d'aller coller de la chimio ou de la radiothérapie sur une cellule, sur une tumeur, alors qu'il y en a partout? Oui, Donc, il y en a partout. Et que s'il n'y en a pas déjà partout, il y en aura partout. Donc, Mhm. c'est reculer pour mieux sauter. Oui, Et, oui. et maintenant, ça mène cette vidéo, on l'a fait pas pour moi, on l'a fait pour tous les gens atteints du cancer, si tu veux bien. Alors, Oui. avant de rentrer dans les détails de tous mes abonnés qui me posent des milliers de questions, j'aimerais, si tu veux bien, que toi, tu dises, voilà, allez, commençons à un cancer sérieux, hein, pas les petits cancers où il suffit de pas grand-chose comme le professeur Joyeux dit pour le soigner. Mais non, Mhm. moi je parlais, alors que lui dit clairement, un cancer stade 4, vous êtes foutu, vous allez mourir. Et ça, moi, c'est alors que j'adore ce que dit le professeur Joyeux, mais ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un Non. grand professeur comme lui dise ça à la fin de sa vidéo. Je me suis tapé 1 heure et demie de sa vidéo, j'étais emballé, et il termine en disant, bien sûr, tout ceci ne compte pas pour les cancers stade 4 qui sont incurables. Oui. Alors, tu vois, le danger avec ce genre d'assertion, c'est que si on te dit, voilà, par exemple, un cancer de stade 4 est incurable, il suffit d'en trouver un qui a été guéri pour invalider la proposition. Donc, peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est plus le stade est avancé, plus le challenge est important. Et plus Alors, ça va demander. Pardon? Vas-y, dis. on le dit. On le Ou dit. alors on le dit, on est d'accord. Parce que par exemple, moi sur ma chaîne, j'ai le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Michel, cancer de stade 4 du foie en plus. Le cancer du foie comme le cancer du pancréas sont connus. Le foie étant l'organe de détoxification de l'organisme, généralement on te dit si le foie est atteint, il n'y a pas grand espoir. Cancer du foie stade 4, eh bien, avec une réforme profonde de son hygiène de vie, alimentation, état d'esprit, utilisation de méditation et de sophrologie pour accélérer l'état de détente, enfin voilà, tout ce qu'on commence à connaître maintenant qui vont dans le sens de la santé, eh bien, il s'est complètement débarrassé de cette tumeur cancéreuse. Donc, la preuve en est que s'il y en a un pour qui ça a marché, il n'y a pas une impossibilité fondamentale à ce qu'un cancer de stade 4, y compris du foie, puisse être guéri naturellement, puisque ça a eu déjà lieu. Et des témoignages comme ça, il y en a d'autres qui sont là. Donc, pour moi, toujours la même question quand on me parle comme ça d'une expression symptomatique, puisque le cancer reste une expression symptomatique, c'est d'essayer de poser une hypothèse pour savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça apparaît chez une personne? Parce que pour moi, pour agir, on ne peut pas agir si on ne comprend pas ou si en tout cas on n'a pas une espèce de vision d'ensemble de quel sens ça peut avoir. Parce que sinon on agit un petit peu au petit bonheur la chance et on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc si tu veux bien, j'aimerais bien rapidement, simplement, sans rentrer dans trop de physiologie complexe, te proposer le regard que moi je peux avoir sur cette expression symptomatique. Donc je précise bien, la réalité c'est un cancer qui se développe. Tout le reste, ça va être des hypothèses. Donc moi, ce que je vais proposer là, c'est une hypothèse.
cette hypothèse, elle va nous conduire, si la personne adhère à cette hypothèse, elle va conduire à avoir une méthodologie d'action qui va être différente d'une autre hypothèse qu'on pourrait poser. Si par exemple on te dit le cancer, une tumeur, ça apparaît, on ne sait pas trop pourquoi, c'est en train de te tuer, donc c'est la tumeur qui est en train de te tuer, toi tu vas dire, ok, automatiquement il faut enlever la tumeur le plus rapidement possible. Si à l'inverse on te dit la tumeur est une manifestation d'un état, par exemple d'intoxication de l'organisme, à ce moment-là tu vas te dire la priorité c'est de répondre à cet état d'intoxication de l'organisme plutôt que d'enlever la tumeur, puisque la tumeur elle est circonstancielle à l'intoxication de l'organisme. Tu vois un peu la différence qu'il peut y avoir. Donc, différentes hypothèses, différentes méthodologies et donc différents résultats. Donc, c'est juste pour dire que je ne prétends pas avoir la vérité, je propose une hypothèse et cette hypothèse, elle va conduire à des modes d'action et ces modes d'action ont déjà montré qu'ils permettaient, parce qu'il y a des témoignages, qui permettaient de guérir un cancer naturellement. Ce qui fait que, à force, tu vois, moi je me dis, une hypothèse, on la valide uniquement par l'expérience. C'est-à-dire que s'il y a 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes qui disent, moi j'ai suivi cette hypothèse et j'ai eu les résultats escomptés, il y a un moment où on va dire, cette hypothèse, c'est celle qui colle le plus proche de la réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être suppléée plus tard par une autre hypothèse qui sera plus complète, plus… Voilà, hein. Donc, on est dans des modèles explicatifs. Et donc, dans le modèle explicatif que je propose, j'ai tendance à expliquer ceci. C'est que je dis aux personnes, regardez, quand vous voyez une tumeur cancéreuse, c'est une croissance tissulaire à l'intérieur de l'organisme. Pour qu'il y ait de la croissance de tissu, il faut énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire que ça puisse advenir par hasard, parce qu'il faut que le système nerveux, le système circulatoire, le système hormonal à minimum, plus le sang, plus la lymphe, tout fonctionne ensemble pour arriver à créer de la matière. Donc, mon bon sens à moi me fait dire, je ne peux pas imaginer que tout ça, ce soit juste le hasard fait que tous ces systèmes arrivent à fonctionner ensemble pour créer de la croissance de matière. Et donc, j'ai tendance à considérer que c'est organisé par le corps. Alors, je me dis à ce moment-là, ok, si c'est organisé par le corps, quel sens ça peut-il avoir, hein? Alors, c'est là où j'ai proposé une hypothèse. J'ai un modèle en naturopathie, on va dire hygiéniste, hein, le courant duquel je me revendique. On parle beaucoup de l'intoxication du corps. C'est-à-dire qu'un corps qui fonctionne au quotidien, ses cellules produisent des déchets. Ces déchets sont éliminés normalement par les reins, par les intestins, par les poumons, normalement. Le problème, c'est qu'on peut se retrouver, pour différentes raisons, avec une surcharge de déchets. Soit parce que notre corps fonctionne plus vite qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire quand on est en état de stress continu, c'est un peu comme si dans notre corps, la machine, elle tournait, au lieu de tourner à 2000 tours minute, et à 2000 tours minute, le corps est équipé pour évacuer les déchets qui sont produits à 2000 tours minute. D'un seul coup, on tourne pendant des semaines, des mois et des années à 5000 ou à 6000 tours minute. Il y a 3 fois plus de déchets qui sont produits, et là, le corps, il n'arrive pas à évacuer. Et d'ailleurs, je te fais remarquer, et ça ira dans le sens de la question sur les compléments alimentaires, que si pendant des années, le corps tourne à 6000 tours minute, non seulement il produit beaucoup de déchets, mais en plus, il va consommer énormément de ressources du corps. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de personnes qui développent des cancers, c'est qu'elles sont effectivement profondément dénutries au niveau micronutritionnel. C'est-à-dire qu'au niveau minéral, vitaminique, antioxydant, leur corps, il a quasiment plus de stock. D'accord ? Donc, il y a ces déchets qui vont pouvoir être liés au fait que finalement le métabolisme corporel a fonctionné trop fort pendant très longtemps. La plupart du temps, c'est à cause du stress, donc des contraintes vécues sur le plan psychologique qui sont vraiment l'une des caractéristiques de notre société, dans laquelle on met la pression dans le boulot, dans la vie familiale, à tous les niveaux. Et puis, il peut y avoir une autre source de déchets qui va arriver dans le corps, c'est tout ce qui va arriver de l'extérieur. Parce que quand on consomme des aliments qui sont pleins d'additifs, pleins de pesticides, pleins de fongicides, quand on respire un air qui est chargé de microparticules d'hydrocarbures, c'est autant de produits qui vont s'accumuler dans le corps sous forme de déchets. Et donc, dans l'approche que je propose du cancer, je dis, voilà, le corps, il a différents moyens de réguler cette quantité de déchets importante qui est supérieure à la normale et qui est supérieure à ce qu'il peut traiter. Et il va y avoir différents stades. C'est-à-dire qu'on peut voir dans un corps, par exemple, se développer des proliférations bactériennes ou fongiques de champignons ou de bactéries. Or, dans le milieu naturel, on sait très bien que les bactéries et les champignons, ce sont des éboueurs du système, ce sont des épurateurs. Et donc, c'est pour ça que quand je vois, moi, par exemple, quelqu'un qui me dit, voilà, je développe une infection fongique ou une infection bactérienne, je vais lui dire, avant d'imaginer quel produit tu peux prendre pour dézinguer ces bactéries, demande-toi si elles ne sont pas en train de faire un travail dans ton corps dont tu as absolument besoin. Et donc, tu vas, au lieu d'essayer de tuer ces bactéries, tu vas réfléchir pourquoi est-ce qu'elles ont du travail à faire et tu vas les mettre au chômage, entre guillemets, en faisant le job à leur place.
hein. Et donc, dans l'approche que je propose, il y a un premier stade dans lequel on voit se développer à l'échelle du corps des proliférations fongiques, bactériennes, pour réguler l'excès de déchets. Si ça ne suffit pas, on a un autre mécanisme qui peut se mettre en place de façon assez concomitante, qui là encore est un mécanisme qui est complètement orchestré, organisé par le corps, qui s'appelle l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme dans le corps qui permet, c'est un mécanisme dit immunitaire, qui permet là aussi de réguler, alors en augmentant le métabolisme, en augmentant la température du corps, en augmentant la vitesse des échanges, en permettant une plus grande multiplication des globules blancs, qui permet là encore d'aller dans le sens du nettoyage et de l'épuration du système. Et pour moi, le développement d'une tumeur cancéreuse, ça serait le troisième stade. Quand ces deux mécanismes-là n'ont pas pu aboutir, n'ont pas réussi à nettoyer le corps et donc à éliminer cet excès de déchets, et bien à ce moment-là, ça serait, c'est très d'actualité, ça serait une sorte de mise en quarantaine du corps. C'est-à-dire que la tumeur, telle que je le vois, c'est une excroissance de tissu qui va se mettre dans une zone dans laquelle le niveau de toxicité est tel que ça risquerait de mettre en péril les organes adjacents. Et donc, on crée une sorte de confinement. D'ailleurs, qu'on peut. Alors, cette hypothèse, elle s'appuie sur différentes observations. Et par exemple, je me suis amusé, moi, à observer des coupes de tumeurs cancéreuses. Et les tumeurs cancéreuses, quand on les ouvre, elles sont remplies de champignons, de bactéries et de microbes. C'est chargé de microbes. Moi, je me dis, si c'est chargé de microbes, ça veut dire que c'est chargé de nourriture à microbes. Et la nourriture à microbes, c'est les déchets. Donc, pour moi, dans mon interprétation et dans mon hypothèse, la tumeur cancéreuse est une poche de déchets. Pardon ? Une poubelle. Une poubelle d'une certaine manière. Et je dirais même, c'est quand même un mécanisme assez intéressant de la part de l'organisme. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de faire en sorte que, tu sais, c'est un peu comme il y a une fête sur un grand terrain de football. Eh bien, au lieu d'avoir des canettes éparpillées un petit peu partout, eh bien, on rassemble tout dans 2 ou 3 gros containers et on les ferme, ces containers. Ce qui fait que quand tu arrives, ben, le terrain de foot, il a l'air à peu près propre. Et puis, il y a ces 3 gros containers qu'il va falloir quand même gérer. Et voilà le stade, ouais, voilà, ça sent. Quand on s'approche des containers, ça sent. Comme les tumeurs. Comme les tumeurs qui sentent très très fort. Donc, voilà un petit peu mon approche. Donc, quand je suis dans cette approche-là, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait dire que dans une vidéo qui avait fait réagir pas mal de monde, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Le cancer n'est pas une maladie » et on a rajouté entre parenthèses, on m'a conseillé de rajouter parce que c'était un peu violent de dire ça pour des personnes qui manifestaient cette symptomatologie, j'ai mis entre parenthèses, j'ai fait mettre entre parenthèses « n'est pas une maladie au sens commun du terme ». Ça voulait dire simplement, le cancer n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, sans raison, et qu'il faut dézinguer comme ça aveuglément, mais c'est peut-être un mécanisme du corps qu'il faut comprendre, parce que si on le comprend comme une alerte, qui dit simplement, il y a une grosse accumulation de déchets, alors à ce moment-là, notre façon d'agir va être différente. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, qu'est-ce qui va favoriser l'élimination des déchets, et qu'est-ce qui va favoriser la santé et le fonctionnement global de notre corps pour qu'il puisse éliminer ces déchets. Donc, dès lors, le point de focalisation ne devient plus la tumeur, mais la bonne santé du corps qui va pouvoir faire en sorte que si imaginons que dans tes poubelles, tu as un petit système d'épuration avec des bactéries. Tu vois, au fond de tes poubelles, tu as une espèce de nid de bactéries qui est en train de manger les déchets. D'accord ? Eh bien, à ce moment-là, tu te dis finalement, mes poubelles, elles sont auto-épurantes. Et donc, moi, mon seul job, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de sortir les poubelles pour que les éboueurs puissent les prendre, et ainsi de suite. Ça va être ça, mon travail. C'est-à-dire que je ne vais pas m'affoler sur les déchets qui sont en présence. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour que l'épuration de ces déchets puisse avoir lieu de manière adéquate. Pour te conforter dans ce que tu viens de dire, pendant 10 ans, j'avais du psoriasis là, dans les cheveux. Alors, ce n'était pas trop gênant à part que ça me grattait. Oui. Et pendant 10 ans, on m'a donné des crèmes à base de cortisone, des trucs. Oui. Ça marchait, puisque j'en avais plus pendant 15 jours, pendant un mois, et ça revenait. Et quand j'ai commencé à penser, à réfléchir à la Thierry, c'est la nouvelle expression à la mode, je me suis dit, je vais laisser sortir. Parce que c'est quoi ? C'est quelque chose que mon corps ne veut pas et donc il le jette à l'extérieur. Et moi, qu'est-ce que je fais avec les crèmes ? Je le renvoie à l'intérieur. Oui, tu empêches le mécanisme. Voilà. Donc, j'ai arrêté d'en prendre. En même temps, on va en parler après des remèdes, en fait, ce que tu conseilles. J'ai arrêté d'en prendre. J'ai jeté 3 semaines après,
je n'avais plus de psoriasis et maintenant, depuis à peu près 15 mois, ce n'est jamais revenu. De la même manière, je m'amusais à gratter des petites Oui, taches comme ça, des petites croûtes. Aujourd'hui, je les laisse sortir. oui. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que tu parles de psoriasis. On est typiquement dans un symptôme inflammatoire. Donc, tu vois, on parlait d'inflammation et le fait de prendre des anti-inflammatoires. Alors, c'est certain que quand tu prends des anti-inflammatoires, tu vas empêcher cette expression symptomatique qu'on appelle le psoriasis, mais tu bloques tous les processus inflammatoires dans le corps aussi. Et il y a peut-être une partie de moi qui viendrait. Alors, c'est une question que je pose, hein, j'accuse pas, mais est-ce que 10 ans d'anti-inflammatoires corticoïdiens ne mènerait pas plus tard à une expression symptomatique de type cancéreuse? Parce que le corps, tu vois, il a des outils à sa disposition. Bon, il dit, ben, j'ai l'outil de l'inflammation. Ouais, mais d'un seul coup, on lui coupe l'outil de l'inflammation. Tu sais, on lui prend des mains, on lui dit, tu n'as plus le droit, parce qu'on met des corticoïdes qui vont bloquer l'inflammation. Et bien, à ce moment-là, peut-être qu'il serait amené, quelques temps après, à développer d'autres manifestations symptomatiques de type tumeur cancéreuse. Et je te dis ça parce que j'ai déjà vu cette corrélation. Alors, on ne peut pas parler de causalité parce qu'on ne peut pas le prouver, mais cette corrélation de personnes qui ont pris des corticoïdes pendant une période assez longue de leur vie, qui vont ensuite développer des tumeurs cancéreuses, bon, il dit, ben, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. En tout cas, moi, mon bon sens m'induirait dans ce sens-là. Ouais. Et de mon côté, ce que je sais pour l'avoir entendu de grands professeurs, c'est que qui m'ont dit ne prends pas de cortisone parce que tes surrénales ne marchent plus et que le cortisol, c'est de la cortisone naturellement créée. Alors si déjà tu stresses et que tu fais plein de cortisol et Oui, qu'en plus tu te colles de la cortisone, oui. eh ben, tu fous en l'air tes surrénales. On est d'accord. On est complètement d'accord. Je te dis, le problème, je pense, c'est que on agit avec le corps. Déjà, premièrement, on agit souvent en n'ayant pas une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va agir à un endroit sans prendre des conséquences de notre action sur l'entièreté du corps, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'on agit souvent sans avoir un modèle représentatif du vivant. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre une rustine là, mais comme on n'a pas la vision d'ensemble, on ne prend pas la mesure. Donc, on va dire, OK, il y a une inflammation, je mets des corticoïdes. Oui, mais qu'est-ce que font les corticoïdes dans le corps? Quel processus ça va bloquer? Donc, c'est bien joli de bloquer du psoriasis, mais à quel prix? Tu vois, si on te dit, alors, vous pouvez avoir du psoriasis, ou alors on a un produit qui va vous enlever le psoriasis, mais par contre, dans 10 ans, vous aurez un cancer. Et ben, si on voit les choses comme ça, on va réfléchir un petit peu, on va dire, est-ce que vous n'auriez pas un autre moyen? Ça, on ne va pas te le dire. Hein. Non, on va pas te le dire. Mais par contre, ouais, et tu vois, et c'est vraiment là où il y a le challenge, parce que finalement, souvent, tel que c'est présenté, on va dire à la personne, regardez, vous avez du psoriasis, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a trois. Soit vous ne faites rien et rien ne bouge. Soit vous prenez ce médicament qui est anti-inflammatoire, qui va être très efficace, qui va vous couper votre psoriasis. Par contre, on a pu mesurer que assez souvent, l'utilisation de ces anti-inflammatoires pouvait avoir comme effet secondaire l'apparition dans quelques années d'une tumeur cancéreuse. Et puis, il y a une troisième option, monsieur, mais qui va vous demander un vrai effort. Il va falloir que vous réfléchissiez à votre alimentation, à votre niveau de stress, à votre rythme de vie. Bon, qu'est-ce que vous choisissez? À la limite, tu vois, si on pose les choses à plat comme ça, la personne, elle est libre. Si elle dit, oh ben moi, tant pis, je préfère prendre des anti-inflammatoires parce que j'ai pas envie de toucher à mon alimentation. Au moins, elle le fait en connaissance de cause. Et quand dans quelques années après, elle développera une tumeur, elle ira pas dire, ah ben c'est la faute à pas de chance. Elle a dit, on m'a prévenu, j'ai joué, j'ai perdu. C'est juste ça. Mais c'est cette question de choix éclairé qui est importante. Oui, tu sais que j'ai une grande bouche, pour ne pas dire gueule, et mes conflits avec deux grands médecins, et dont des gens que j'aime bien, par exemple mon oncologue, mes deux oncologues de Miami, Oui. je leur dis, mais pourquoi vous ne donnez pas le choix? Oui. Quelqu'un vient chez vous, vous lui dites, eh ben toi, on va t'opérer, on va t'enlever la prostate, à toi, on va t'enlever les deux seins par sécurité parce que c'est peut-être pas suffisant, etc., etc. Vous ne parlez pas de traitement métabolique, vous ne parlez de rien. Mais en Oui. fait, ils doivent respecter le dogme et ils n'ont pas le droit, tout simplement. Exactement. Ah non, mais ils sont coincés, ils sont pieds et poings liés. Voilà. Donc, autrement, ils aimeraient bien. Tu sais que mon médecin, qui s'occupe de mon corps en entier, il y en a un autre, c'est un urologue, cancérologue, urologue, et l'autre, c'est le cancérologue qui s'occupe du tout.
Mhm. Il me dit en anglais, mais chaque fois, il est épaté, il ne comprend pas. Il m'avait dit, celui-là, il m'avait dit, de toute façon, tu vas mourir, alors profite de la vie. Et pourquoi est-ce que tu préfères pas profiter de la vie, sachant que tu vas mourir dans 3 mois? Profite de la vie. Après, quand ça allait mieux, il m'a dit, comme tu vas mourir dans 1 an, profite de la vie. Après, maintenant, c'est 2 ans. La dernière fois, il m'a dit, alors je lui ai dit, alors, ton diagnostic, c'est toujours dans 2 ans, parce que là, on y est presque. Hein. Et il me dit, non, Dieu seul le sait. Ah ben voilà, il a changé de registre. Oui, mais surtout, il me dit, whatever you are doing, keep doing it. Voilà. Quoi que tu fasses, continue à le faire. Continue à le faire, exactement, exactement. Et ce que tu fais, c'est que tu prends soin de ta santé. Et ça change tout. Et en plus, l'intérêt de prendre soin de sa santé dans une démarche comme celle-là, c'est que non seulement ce qui va en découler, et c'est pas vraiment de doute pour toi, c'est certainement une disparition. Enfin, tu as déjà des indicateurs qui te montrent que la PSA elle est redevenue à la normale et ainsi de suite. Donc, le combat, pour moi, il est gagné, quoi, d'une certaine manière. Mais en plus, globalement, c'est que tu vas pas juste agir sur la tumeur qui se trouve au niveau de ta prostate, c'est ton corps en entier qui va se retrouver renouvelé, guéri, nourri profondément, réparé. Et donc, en fait, c'est du bénéfice à tous les étages. Donc, c'est vrai que c'est assez effrayant de se rendre compte que la plupart du temps, il n'y a pas d'alternative qui est proposée. Il n'y a pas, bon, vous avez le A, le B et le C. Voilà les avantages et inconvénients du A. Voilà les avantages et inconvénients du B. Regardez les statistiques. Le A donne tel résultat, mais avec tels inconvénients. Le B donne tel résultat avec tels inconvénients. Le C, pareil. Maintenant, en toute connaissance de cause, faites votre choix. Et ça, c'est malheureusement trop absent. Alors, on peut dire aussi peut-être parce que l'industrie médicale est gangrénée par l'industrie pharmaceutique qui veut vendre des solutions et les médecins sont souvent bloqués, soit parce qu'ils ont vraiment trop de pression, soit aussi parce que leur système de formation ne leur a pas permis de connaître d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'ils connaissent que la solution B. On leur a dit, il n'y a qu'une solution, c'est la B, c'est la B, c'est la B. Donc, ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Et ils risquent d'être virés s'ils ne Oui, respectent pas le dogme officiel. absolument, absolument, Alors, absolument. alors maintenant, toi, tu as un cancer, je ne te le souhaite pas. Hein. Alors disons que tu as un ami, moi, qui Oui. a un cancer. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles et qu'est-ce que tu conseilles à tous mes abonnés de faire pour s'en sortir? Alors déjà, Oui. voilà, si c'est un ami et que je suis en France, je connais la loi française, donc je vais lui dire, va voir ton médecin. Oh, Non, je le fais aussi, même que je ne suis pas bon, en France. non, blague à part. Donc tu me dis, voilà, moi si j'avais un cancer, alors à partir du modèle de compréhension qui est le mien et de l'hypothèse que je pose par rapport au développement de la tumeur cancéreuse, ça va. Déjà la réponse c'est ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du contexte dans lequel je suis, mais ça va dépendre de l'état d'avancement, ça va dépendre de l'état d'épuisement de l'organisme. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas une solution qui marche tout le temps et une solution qui est toujours à diaboliser. Pour certaines personnes, l'ablation, par exemple, l'opération chirurgicale, quand vraiment la situation elle a trop dégénéré, on est allé trop loin, ça peut avoir du sens. C'est pour chaque solution, il faut prendre les avantages et les inconvénients. Mais disons que si j'ai affaire à une personne ou si pour moi je me considère comme ayant encore un petit peu de ressources et un petit peu de temps devant moi, c'est une question de temps. C'est exactement ce que tu disais au début, c'est une question de temps. Si je me dis pour moi-même, on me dit, voilà, tiens, tu as une tumeur, dans 15 jours, c'est fini pour toi parce qu'elle a atteint une telle taille et ainsi de suite. 15 jours, je n'ai pas objectivement le temps que les réformes de l'hygiène de vie que je vais mettre en place portent leurs fruits. Donc, il faut faire autre chose. Mais par contre, on me dit, tiens, tu as 6 mois, tu as 8 mois, tu as 12 mois devant toi. Je me dis, 12 mois, j'ai quand même le temps de faire des choses. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'agir sur tous les paramètres de ma santé pour améliorer le niveau de santé de mon corps et lui donner des ressources pour pouvoir lui-même rétablir la situation à la normale littéralement en détruisant cette tumeur cancéreuse, en la rendant obsolète d'une certaine manière, donc en permettant l'évacuation des déchets. Ça va passer par des choses relativement classiques, une grosse réflexion par rapport à mon alimentation,
je vais faire en sorte dans mon alimentation d'avoir vraiment un énorme apport micronutritionnel. Donc là, par exemple, l'échelle que tu donnais des produits les plus chargés en micronutriments qui vont avoir une action favorable sur les tumeurs cancéreuses, ça me paraît très, très intéressant. Les crucifères, les produits chargés en antioxydants, tu parles de la grenade, les myrtilles, des produits qui vont être très, très riches en antioxydants, ça va aller super bien. Donc ça va être je pense que je mettrai le paquet sur mon alimentation. À côté de l'alimentation, il y a le deuxième pendant sur lequel je m'intéresserai énormément, c'est la phase du jeûne aussi. Parce que maintenant, on commence à avoir quand même suffisamment de littérature. Alors, du jeûne adapté, toujours pareil. Si l'organisme est extrêmement épuisé, je ne vais pas me lancer dans 4 semaines de jeûne parce que je n'en sortirai pas. Donc, en fonction de l'état de fatigue de mon organisme, je vais choisir peut-être au début des petits jeûnes courts, mais de manière à vraiment favoriser ce phénomène qu'on appelle l'autophagie, qui dit que finalement, un corps qui est laissé au repos digestif, eh bien, il va venir consommer ses déchets pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je veux. Donc, je vais avoir une bonne alternance entre phase de jeûne et phase de nutrition. En plus, en partant du principe que quand on jeûne, le corps, quand on va lui redonner de la nourriture, parce qu'il a jeûné, il va être en bien meilleure posture pour absorber les nutriments qu'on va lui donner. Donc, si on lui donne une alimentation de qualité après du jeûne, il va en tirer le meilleur parti. Il va s'en gaver littéralement de ces micronutriments. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, parce que c'est aussi un très gros aspect de notre vie moderne, ça va être la diminution du stress, la réduction des contraintes et du stress par la détente et ainsi de suite. Ça va être aussi un facteur sur lequel je vais essayer de jouer au maximum. Donc, favoriser la détente, favoriser la relaxation, les bains de soleil, le massage, tout ce qui va aller dans le sens de la détente de l'organisme, parce qu'on sait aussi maintenant que tous les phénomènes de nettoyage, d'épuration, de dépollution du corps se font quand le corps est en état de détente. Voilà, ça va être mes 2 facteurs sur lesquels je vais jouer. Donc, globalement, allez, on me dit, Thierry, tu as un cancer, qu'est-ce que je fais? Je me loue un chalet à la montagne, tu vois, dans un bon air pur où il fait bon, ou au bord de la mer, tu vois, où ça va être très iodé et ainsi de suite. Je m'y pose avec mes proches, les gens avec qui je me sens le mieux, parce que les relations humaines, c'est très important, le lien social est très important. En plus, ça va être des gens qui vont pouvoir m'aider à me faire des jus de légumes, à bien manger, à aller faire les courses pour moi, et ainsi de suite. Me donner du massage, me donner du bon temps, de temps en temps des petites promenades, beaucoup de détente, bien manger et des phases de jeûne. Et je pense que là, déjà, on a une bonne base. Alors après, ça peut être agrémenté de différentes approches complémentaires, parce qu'il y a énormément d'approches qui peuvent se greffer là-dessus. Mais pour moi, ça serait la base des bases. C'est-à-dire qu'on va mettre le corps dans la meilleure configuration, à mon sens, pour lui permettre de répondre au challenge qui lui est posé avec ce cancer. Le cancer, pour moi, c'est un défi, quoi. C'est un défi pour chacun de nous. C'est un défi. Le corps nous dit, là, je suis à bout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu entends mon message ou est-ce que tu l'entends pas? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour moi? Et donc, c'est aussi souvent une demande de mettre en parenthèse notre vie, notre rythme de vie, nos habitudes de vie, et de les questionner pour changer, parce que le cancer nous demande de changer. Écoute, je crois m'entendre. Alors, je vais te dire, c'est exactement ce que je fais. Oui, complètement... je le sais. Oui, merci. Ah, t'as copié alors? Bah oui, complètement. Non, mais je te suis, je regarde les vidéos que tu fais, donc je sais très bien. Tu en as déjà parlé, je sais qu'on est vraiment dans la même ligne à ce niveau-là. Tout à fait. Mais non, ce que je veux dire, c'est que toi, tu as, je crois, 9 ans d'expérience. Moi, Oui. j'ai 1 an, j'ai 13 mois. Donc, évidemment que je n'en sais pas le quart de ce que tu sais. Peu importe. Et oui, bien sûr que peu importe. Moi, je suis cantonné dans mon tout petit domaine. Toi, tu es multifacette, j'irais dire. Et encore bravo pour ce que tu fais, mais je ne suis pas là pour te lancer des fleurs. Alors, Merci. ce que je veux te dire simplement, c'est que effectivement, la première chose dont je me suis rendu compte qui était essentielle pour moi, c'était mon état d'esprit. C'est d'arrêter de me stresser pour tout, de m'engueuler j'étais dans l'immobilier, avec les ouvriers qui s'étaient gourés, avec quand j'arrivais, les sacs de ciment qui étaient dehors, il a plu dessus, allez hop, et 10 sacs à la poubelle, etc., etc. Et donc, je me suis dit, oulala, je laisse mon fils gérer tout ça. Et maintenant, j'ai 68 ans, je prends ma retraite, je m'occupe de moi. Je joue avec mes appareils de photo, j'habite une maison
où il y a un jardin, une piscine, des oiseaux plein le jardin. Et je kiffe à regarder les écureuils, je sais plus comment ça s'appelle, les iguanes, et voilà, et c'est tout. Et je ne m'occupe plus de rien. Et quand on me téléphone avec un souci, je réponds à mes collaborateurs, tu sais quoi, je m'en fous, démerde-toi. Voilà, donc j'ai effectivement complètement changé. J'ai complètement changé. Donc, en résumé, le jeûne, oui, c'est ce qui, tout au début, les premières vidéos que j'ai vues de toi, qui dataient de, je pense, décembre 2018 ou janvier 2018, peut-être même avant, je me suis dit, comme tous les gens qui te traitent de charlatan et de gourou, mais c'est quoi cette connerie? On va s'appauvrir. Le médecin me dit, mange bien, il faut que tu grossisses, etc., etc. Et toi, tu dis le contraire. J'ai continué à chercher parce que je sais que souvent, les médecins, je suis gentil, je dis souvent, hein, n'ont pas les connaissances. Et donc, je suis allé voir qui? Je suis allé voir les prix Nobel. Les prix Nobel, je me dis, les prix Nobel, s'ils ont eu un prix Nobel, c'est qu'ils savent mieux que le médecin. Et quand j'ai parlé d'autophagie à mon médecin, qui était mon médecin de famille, il m'a dit, c'est quoi ça? Et là, j'ai commencé à C'est des m'inquiéter. pans qui ne sont pas du tout connus. Oui, là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et il me dit, et je lui dis, tu sais, ça fait 15 jours que je ne mange pas. Et il prend mon fils et il dit, va acheter tout de suite à ton père 3 bouteilles de, tu sais, les trucs pour les sportifs. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais mon fils me regarde et on est allé après pour acheter des poivrons et des brocolis, mais pas des, bien sûr. Et on a regardé par curiosité la bouteille. 75 grammes de sucre dans chaque petite bouteille comme ça. Et on dit, mais il veut me tuer. Alors, Et il n'en prend pas la mesure. Il n'en prend juste pas la mesure. oui, et mon fils me répond, mais non, il veut pas te tuer. Il veut te sauver, mais il ne sait pas. Ouais. C'est juste ça, il ne sait Oui, pas. non, non. Je ne pense pas du tout que l'intention soit mauvaise du tout. Je pense que c'est juste une Évidemment, question d'ignorance, de méconnaissance. l'ignorance, et c'est extrêmement grave que la médecine actuelle ne prenne pas en considération des trucs que j'ai vus Trino Soriano en Espagne, bon, le professeur Seyfried, Walter Longo, William Lee, enfin bon, et je peux t'en citer encore plein, des gens qui, aux États-Unis et en Espagne, ont pris conscience de ça. Et en France, Non, pas grand-chose. blackout total. Blackout total. Donc, voilà. Donc, alors maintenant, si tu veux bien, comme on est d'accord sur des trucs, je vais te dire, moi, ce que j'ai fait et tu vas me corriger. Tu vas quand Voilà. c'est une manière de parler. Hein. Voilà. Voilà. J'ai commencé le 19 janvier. J'ai décidé de faire c'était 40 jours, je me suis dit, puisqu'on entendait ça, c'est pas parce que je voulais ressembler à Jésus ou à, je ne sais plus qui est l'autre, ou à Moïse, en faisant 40 jours de jeûne, parce que je te le dis parce qu'on me l'a écrit 100 fois dans mes commentaires. J'imagine. Et donc, j'ai commencé, et au bout de 21 jours, je me suis dit, rien manger du tout, c'est peut-être bien, mais si en même temps je rajoutais un peu d'antioxydants. Et j'ai commencé à penser à la Thierry, à savoir, je me suis fait des jus. Je me suis fait des jus avec les légumes qui avaient le plus d'antioxydants. Mais là, j'ai commencé à penser encore Thierry bis, parce que je me suis dit, c'est peut-être con de manger de ne boire que les jus, alors que les fibres restent là. Alors, j'avais pris le jus le matin pour avoir la pêche et le soir, avant d'aller me coucher,
je mangeais les fibres qui restaient. D'accord. Et le lendemain matin, j'allais à la selle sans aucun problème parce que j'étais bourré de fibres. Donc, Ça a je me rejoué suis le dit, rôle de balai. voilà, donc je me suis dit pendant un temps, tiens, c'est peut-être un truc qui est pas mal. Donc, après cette période catabolique, c'est-à-dire de destruction interne, je parle pour les gens qui nous écoutent, je me suis dit, il faut que je me reconstruise. Et la phase anabolique. Donc, j'ai commencé à remanger, mais en écoutant donc les nutritionnistes, euh, ceux en qui je crois le plus, et j'ai commencé à manger cru. Alors, je vais te dire ce que je mange. Poivron, avocat, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, céleri, des amandes normales, des amandes amères, tu sais, les Oui. abricots, des noix, du lait d'amande mélangé à des graines de lin, des sardines, des anchois, des œufs bio et pour terminer, un petit carreau de chocolat noir. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là et j'intercale les uns les autres. Ce que je ne mange plus, la viande, le fromage, tout ce qui vient des animaux. Voilà, je pense avoir fait. Tiens, et une question. La choucroute. J'ai lu des dizaines de fois que la choucroute, c'était très bon, micro-organismes, etc., que ça aide énormément à reconstituer la flore intestinale. Mais il y a quelque chose qui me fait reculer. Parce que on te dit que la choucroute, c'est de l'acide lactique. Or, le cancer, c'est de l'acide lactique. Alors, pourquoi je vais rajouter de l'acide lactique à de l'acide lactique? Est-ce que ce n'est pas le même acide lactique? Est-ce que la choucroute, c'est bien, c'est pas bien? Je n'en sais rien. Donc, je m'abstiens. Tout comme le kéfir, je sais que ça aide, mais il y a de la caséine. Et de la caséine, c'est pas bon pour le cancer. Donc voilà, tu vois, voilà, je suis allé peut-être trop vite. Non, mais si tu veux, par rapport au volet alimentaire, comme je t'ai dit, moi, j'essaie de me caler sur les grands principes. Et les grands principes, c'est d'augmenter le contenu micronutritionnel. Ce que tu présentes comme palette alimentaire va vraiment clairement dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu privilégies des légumes, des produits qui sont très, très riches en micronutriments, même par. Le risque, ça pourrait être sur du long terme d'exclure, tu vois, par exemple, de ne pas avoir assez de graisse, de ne pas avoir assez de protéines. Là, en rajoutant des œufs, de temps en temps du poisson, comme des sardines ou des anchois, tu es certain qu'au niveau protéique, avec les amandes, avec les noix, ainsi de suite, tu en as assez. Tu es certain qu'en termes de matière grasse, avec les amandes, avec les noix, avec les œufs, avec les poissons, tu as largement assez de matière grasse. Donc, a priori, il ne manque pas vraiment de nutriments, ni macronutriments, ni micronutriments. Après, toi, tu as fait le choix, par exemple, de ne pas consommer de fruits, ou très peu de fruits. Ça, au niveau du cancer, il y a différentes approches et je pense que ça va vraiment dépendre du terrain de la personne parce qu'il y a des personnes qui réagissent assez bien aux fruits, c'est-à-dire qui vont vraiment, il y a par exemple des cures de raisin qui ont été connues pour arriver à soigner certains cancers avec du résultat. Mais là, vraiment, ça va dépendre de l'adaptation individuelle. Il y a des personnes qui, par contre, réagissent très mal au sucre avec tout de suite un pic insulinémique. Donc, l'insuline monte. Ça veut dire que ça va aussi générer des facteurs de croissance et ça peut avoir tendance à faire grossir la tumeur. Donc là, ça va vraiment être en termes de susceptibilité individuelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle de vivant, il ne va pas y avoir une règle absolue pour tout le monde. Il va y avoir des propositions et puis après, chacun va réguler ça en fonction de son ressenti. Donc toi, ce que tu me présentes en tout cas pour moi, ne présente aucun manquement majeur du tout. C'est très riche en micronutrition. Ça me semble, j'imagine que tu as bien épluché les, les reportings de micronutrition dans les produits, donc ça n'a pas été choisi au hasard et ça se voit, quoi. Et alors, en ce qui concerne ce que je ne mange pas, les fruits, sachant les bienfaits, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je me supplémente, j'achète des pilules de grenade, des pilules d'ail, des pilules. L'ail, je le mange aussi naturellement. Attends, où est-ce que j'ai marqué ça? Du citron, bien sûr, ginger, menthe,
le curcuma, c'est le turmeric, je ne me rappelle jamais Ouais, lequel. curcuma, turmeric. Et le truc, la cannelle. La Oui. cannelle, tout ça, je m'en mets dans. Ma boisson, c'est du thé vert dans une bouteille en verre, s'il te plaît. Mhm. Ma femme a bu le Pellegrino, le San Pellegrino qui a un pH catastrophique. Et après, moi, je m'en sers avec de l'eau alcaline et je mets tous mes trucs dedans. Voilà. Et c'est ce que je bois toute la journée. Alors maintenant, euh, encore d'autres petites questions qu'on me demande. Est-ce que tu crois que le black garlic a un Mhm. intérêt par rapport à l'ail normal? Alors, bon, déjà, pour repréciser le contexte, pour moi, comme je te le disais, il y a vraiment les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est réforme alimentaire dans le sens de plus de micronutriments, repos digestif régulier pour permettre à l'organisme de se nettoyer, diminution des niveaux de stress. Ça, c'est vraiment le fondamental. Tout ce qu'il va y avoir autour, il va y avoir des trucs, tu vas me dire, Thierry, tiens, moi, je prends ça. Je vais te dire, oui, pourquoi pas, ça peut être un plus. Pour moi, il y a les fondations et puis après, il y a le reste. Donc là, on est dans les fondations. Après, quand on parle, par exemple, de compléments comme l'ail noir, on est dans des éléments, ils sont là, ça peut être bien, ils sont pas là, ça va pas faire une. Chose. Ben, le cumul peut jouer, mais c'est pas un élément en tant que tel qui va. Tu vois, l'aliment miracle, j'y crois plus, quoi. Tu vois, on me l'a servi pendant des années. Tel produit va vous sauver, laisse tomber, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc l'ail noir, bon, il y a pas mal d'études qui ont été faites dessus, qui montrent quand même que voilà, au niveau micronutritionnel, c'est quand même assez riche. Donc je dirais pourquoi pas. Et en plus, je veux dire surtout si tu aimes ça, quoi. Si tu aimes ça, moi je sais que j'aime beaucoup ça, donc Ouais, je, c'est bien moins mauvais que de manger une gousse d'ail ah ben moi normale. j'aime beaucoup les deux, donc je me régale avec les deux, mais pourquoi pas? À partir du moment où ça remplit, il y a du contenu micronutritionnel et il n'y a pas d'additifs, de choses comme ça dedans, aucun problème. Alors, pour booster, quand je suis en période de régime, après être sorti de ma phase catabolique, je Mhm. peux retourner très vite. Personnellement, je pense que depuis 13 mois, je dois être sous corset tonique. C'est probable. Mais pour booster un peu, au début, je Oui, prends ça. ouais, des medium chain triglycérides. Voilà. Est-ce que tu Et les penses, acides gras de noix de coco. oui, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt? Parce que tout ça, je le prends parce que, bien sûr, je suis en régime. Je ne veux pas manger de la noix de coco qui est très riche et qui va me donner trop de calories. Je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Et je prends aussi, mais vraiment quand je suis trop fatigué, que je me dis, il faut quand même que je fasse, que je rebooste un peu mon corps, je prends ça. Et ça, j'ai des grands doutes. Alors, je te demande ton avis. Alors oui, c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bone broth, donc c'est du bouillon de carcasse de poulet ou de bœuf en tout cas c'est du bouillon quoi. Bon, c'est des produits différents. Euh, Après, moi, pour moi, le critère, il est toujours le même. C'est la charge micronutritionnelle. Si tu charges au niveau micronutritionnel, ton corps va pouvoir s'en servir. Ça reste des produits qui sont biologiques, qui sont sans additifs, qui sont le plus naturel possible. Pour moi, ça peut être des bons compléments, il me semble. Après, il Ce que faut je veux pas dire, trop. je t'ai coupé, Oui. ce que je me dis, c'est je ne dois pas manger de steak, bien évidemment, parce que c'est inflammatoire. Je ne veux pas manger de viande. Alors je me dis, j'ai peut-être quand je suis vraiment épuisé, et je me dis, eh ben, je me mets une cuillère à café dans n'importe quoi, dans mon lait d'amande avec mes graines de lin, et je me dis, je me booste un peu au niveau protéines. Euh, voilà mon approche, mais là, je n'ai vraiment aucune idée si c'est favorable ou défavorable. Ça sera très difficile à dire de toute façon. Après, au niveau protéique, à partir du moment où tu prends des oléagineux, rien que ça, de toute façon, des amandes, des noix, je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Pour moi, l'apport, il est là. Je dirais que ce genre de produit, ça peut être encore là aussi au niveau micronutritionnel plus que protéique, puisque c'est de la carcasse et donc il n'y a pas tant de matière protéique dedans. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Pour moi, vraiment, c'est pas là où ça se joue. Donc, si ça te parle et si voilà, pour moi, c'est jouable. C'est pas ça qui va faire la différence pour moi, vraiment. Ouais. Alors, tu m'as pas répondu au niveau de la choucroute. Oui. Bah, pareil, c'est un produit lactofermenté. Donc, lactofermentation, ça veut dire que c'est une forme de prédigestion qui va le rendre beaucoup plus assimilable. C'est la famille des choux, donc très riche en micronutriments. Le fait que ça soit acide, de pH acide, c'est pas significatif pour l'organisme parce que on a souvent tendance à dire en naturopathie, voilà, le corps doit être alcalin. En fait, ça veut rien dire parce qu'il y a des parties du corps qui sont très acides, Évidemment. l'estomac est très acide et ainsi de suite. Pour moi, ce qui détermine vraiment, c'est l'apport en nutriments. La choucroute est très riche en nutriments. À partir du moment où elle est très riche en nutriments, elle joue son rôle. Et j'avais pensé à la choucroute en prenant. Pourquoi j'ai pensé à la choucroute? À cause de mes sels, hein, qui sont un jus de légumes. Oui. Euh, je me suis dit, est-ce que la choucroute, qui est bourrée donc de probiotiques, est-ce qu'elle va améliorer de manière naturelle À voir, à voir, à mais voir, à voir, à voir. le fait qu'il y ait de l'acide lactique et que le cancer, c'est de l'acide lactique, ne te gêne pas? Non, parce qu'en fait, le cancer, c'est pas. Enfin, quand on dit le cancer, c'est de l'acide lactique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets acides qui sont localisés dans cette zone où va se développer une tumeur cancéreuse. D'accord. Mais c'est de l'acide lactique, c'est de l'acide phytique, je sais pas, de l'acide sulfurique et ainsi de suite. C'est de Donc, l'acide. Ouais. il y a euh, la quantité qui va être apportée par la choucroute versus la quantité de micronutriments qu'elle va apporter fait qu'on focalise surtout sur l'aspect micronutritionnel plus que sur l'aspect acide du produit. Ouais. Alors, les amandes, ça c'est une question qui revient tout le temps. On va acheter des amandes raw, c'est-à-dire brutes, je pense en Oui, France. ouais, Euh, cru. et est-ce qu'il faut les faire tremper ou pas? Bah là, pareil, ça améliore leur digestibilité. Donc oui, si tu en as la possibilité, bien sûr, évidemment. Et les amandes amères, les amandes d'abricots, tu sais, d'abricots Oui, amers, qui sont soi-disant remplies de B17, qui oui. soi-disant tuent le cancer. Euh, Alors, Est-ce que c'est des conneries ou est-ce que tu penses qu'il y a réellement un effet? moi, je pense que rajouter à tout le reste, ça fait un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus. J'en ferai pas une panacée, j'en ferai pas un remède universel, j'en ferai juste un élément qui va encore enrichir le contenu micronutritionnel. C'est exactement ce que j'ai répondu à mes abonnés qui m'ont posé cette question. Alors, je regarde. Ah oui, j'adore ta phrase, hein. Ça dépend des circonstances. Ah oui, bien sûr, mais Parce parce que que c'est ça toi, la vie. mais parce que toi, au moins, tu réponds. Et les médecins me répondent comment je peux savoir. Hmm. Alors, il y a une différence d'approche qui me semble absolument phénoménale. Et voilà, ça dépend des circonstances, c'est Ça dépend. logique et t'expliques. Les autres, ben, comment je peux savoir, ça ne veut rien dire. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire encore? Alors, maintenant, je vais passer aux choses que j'ai prises, comme tu dis, pour avoir en plus. Pour avoir en plus, et je sais que c'est contestable, on en avait parlé un jour. Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle le baking soda, le bicarbonate de soude. Ouais. Alors, le bicarbonate de soude, mon approche, c'était de prendre du citron, une cuillère de bicarbonate de soude, je le Oui. bois. Comme ça, quand ça passe dans l'estomac, c'est pas trop alcalin et je ne dénature pas mes sucs gastriques. Et une fois que c'est digéré, tu le sais bien sûr, le citron passe à un pH de 9. Donc, j'alcalinise non pas le test, c'est-à-dire ma langue ou mon urine. Je me dis qu'à partir du moment où ma langue est plus alcaline et que mon urine est plus alcaline, je me dis que j'ai dû alcaliniser peut-être un petit peu sans le savoir le milieu ambiant de mon cancer. Il y a actuellement en cours en Chine des essais thérapeutiques
pour voir dans quelle mesure, effectivement, le bicarbonate de soude, baking soda, alcaliniserait le milieu ambiant du cancer. Et pourquoi alcaliniser? Ah, ça a coupé. Ça a coupé. Tu as disparu. Tu as disparu. Bon, eh bien, je le rappellerai. Et te revoilà. Et te revoilà. Et te revoilà. Bon. Voilà, une petite panne, ça arrive. Alors, attends, parce que je t'entends très très mal, ça coupe beaucoup. Voilà, voilà, maintenant tu devrais m'entendre. Bon. Tu m'entends? Tu Oui, m'entends oui. pas? Oui, tu Je m'entends? t'entends. Bon, voilà. Donc, en résumé, pour dire, est-ce que tu penses, moi c'est ce que je me dis, je risque rien, alors je mets des stades comme ça, 1 mois de bicarbonate et après j'arrête, je passe 2 mois, je reprends 1 mois, etc. Je ne le fais pas systématiquement, sachant que bouffer ça, ça ne doit pas être génial quand même. Ça, c'est la première chose. Alors, je te laisse répondre à cette première chose. C'est Que ce soit très clair, si tu penses que c'est une connerie, c'est mon mot, tu le dis. Tu n'es pas là pour aller. C'est un débat. non. Un débat, normalement, il y en a un qui est pour et un qui est contre. Pour Oui, non, là, l'instant, il ne on s'agit est pas d'être. pour. Disons que ce n'est pas une question d'être pour et contre. C'est que le bicarbonate de soude, quand il est ingéré comme ça, il va venir interférer avec la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Donc, ça me met toujours mal à l'aise de consommer comme ça du bicarbonate de soude, en sachant que d'un point de vue factuel, en tout cas, je ne pense pas que le bicarbonate de soude puisse participer à l'alcalinisation de l'organisme, puisque selon moi et selon ce que je comprends, si on apporte une grosse masse de bicarbonate de soude, donc alcaline, au niveau de l'estomac, eh bien l'estomac va d'autant plus produire de l'acide chlorhydrique pour neutraliser ce bicarbonate de soude. Donc pour moi, on va dire que c'est presque un moyen de stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac plus qu'autre chose. Donc dans ce sens-là, ça pourrait avoir un intérêt pour mieux digérer, mais pas pour alcaliniser le corps. Voilà ma réponse. Magnifique, magnifique. Alors, maintenant, le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, alors pourquoi le bleu de méthylène? Parce que là aussi, j'ai vu, il y a 2 recherches. Une en Chine et une aux États-Unis que la FDA manage, à savoir bleu de méthylène dans le cadre du cancer du sang qui tuerait les cellules cancéreuses dans le sang. Les études sont en cours, il n'y a pas encore les résultats. Et de ce fait, moi, avec mon esprit, bon, je sais bien que les métastases ne se promènent peut-être pas dans le sang, mais je me dis, si le bleu de méthylène tue les cellules cancéreuses dans le cadre d'un trou de mémoire, enfin dans le cancer du sang, pourquoi ne tuerait-il pas les métastases? Donc, j'en prends. Et qu'est-ce que c'est le bleu de méthylène de point de vue chimique? Ça s'appelle du bleu de méthylène. C'est genre. C'est pas parce que enfin, pour te dire comment je raisonne, c'est pas parce que quelque chose détruit les cellules cancéreuses que je vais l'avaler. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est comme produit chimique le bleu de méthylène. C'est un truc qui est sorti en 1880 quelque part. Donc, à l'époque, on se servait pour les aftes, pour les grippes, pour les angines, même pour la tuberculose. Donc, pour soigner, ça tue les virus. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie comme quoi c'est la base de la chloroquine, pour te donner une idée. La chloroquine est fabriquée. Chlorure de méthylthionínium. C'est un antibactérien. Attends, je regarde un petit peu. Oui.
Le truc, c'est que pour moi, je vais te dire, Guy, c'est que prendre un antibactérien, par exemple, pour moi, les bactéries ne se développent dans le corps que parce qu'il y a de la nourriture pour elles. Donc, dans mon approche, moi, je ne vais jamais cibler les bactéries, je vais cibler les conditions qui font qu'elles vont se répandre. Donc, j'irai pas obligatoirement prendre un antibactérien comme le bleu de méthylène. Voilà. Parce que je me dis, si c'est les bactéries, elles sont là, c'est qu'il y a une raison à ça, je ne vais pas interférer avec ça. Voilà, ça, c'est mon approche à moi. Je te remercie. Alors, ma dernière question, c'est, tu as certainement entendu parler des traitements métaboliques. Alors, ce que j'ai découvert depuis peu, parce que je pensais qu'il y avait un traitement métabolique, celui qui est utilisé par de très nombreuses personnes en France, Ouais. et je me suis rendu compte que le traitement métabolique, qu'on appelle traitement métabolique, est totalement différent aux États-Unis, est totalement différent en Espagne. Et mon ami Patrick s'occupe actuellement du traitement métabolique anglais, qui est lui aussi totalement différent. Alors, est-ce que toi, est-ce que tu sais d'abord, parce que ce n'est pas du tout ton truc, bien sûr. Non. Alors, en France, c'est de l'acide lipoïque Oui. et Yersinia cambogia. D'accord. Et le but, c'est quoi? C'est d'accélérer le métabolisme au niveau de la cellule, c'est ça? Voilà, ça accélère le métabolisme, ça fait une mitochondrie de remplacement qui aide la mitochondrie. C'est pas très, très explicite. Alors, bien sûr, il n'y a personne qui a jamais guéri grâce au traitement métabolique. Non, Mais, moi, ouais, je te dirais que c'est pas mon domaine de compétence, donc je sais pas du tout en fait. d'accord, Je connais d'accord, pas et c'est pas mon domaine de compétence. d'accord, je te remercie beaucoup de ta réponse. Alors, maintenant, la dernière chose, je t'en ai parlé déjà une fois, en dehors de cette conversation, j'aimerais, si tu peux m'aider, si tu peux demander à ton bon ami Tal Chaleur, j'aimerais partager avec lui parce que j'étais pas tendre, tu le sais, des fois j'étais tout au début de ma recherche et j'étais choqué. J'étais choqué par un truc qu'il avait dit pour se soigner. Eh ben, vous avez un cancer, c'est pas grave, vous allez courir dans les bois pieds nus et hop, plus de cancer. Et moi, je dis, il est médecin, ce type. Il est médecin. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Tu t'imagines? Il y a des gens qui ont un cancer comme moi, ils vont aller courir dans les bois, ils vont plus aller voir le médecin, ils vont plus rien faire en pensant qu'ils, ça y est, ils sont soignés parce ils ont couru dans le bois. Moi, j'ai une pelouse et je ne peux pas courir pieds nus parce qu'il y a plein de bébêtes qui me piquent les pieds. Donc, je ne peux pas le faire. Mais j'aimerais, à force, bien sûr, tu le sais que je ne suis pas trop idiot, et j'ai cherché et j'ai compris ce qu'il veut dire. Ouais. Que dans un premier temps, ça peut paraître un peu choquant. C'est aussi la façon qu'il a de communiquer. Et c'est vrai que ça vaudrait le coup que tu échanges avec lui et que tu ailles voir derrière une phrase un peu choc tout ce qu'il veut dire et la richesse de son propos et de sa réflexion. Donc, ça sera avec grand plaisir que Je voulais justement et je veux lui parler parce que j'ai peut-être découvert des choses qu'il ne sait pas, ce qui m'étonnerait qu'il ne sache pas. Mais j'ai découvert en particulier une société en Allemagne et surtout une fondation aux États-Unis qui dit qu'avant l'effet Warburg, il y a quelque chose qui crée l'effet Warburg. Et cette chose qui crée l'effet Warburg, c'est une déficience électrique, c'est des ions. Et qu'est-ce qu'on fait quand on court pieds nus? Oui, on se recharge. C'est une mise à la terre. C'est une mise à la terre. Et donc, peut-être que je vais apporter quelque chose à Tal pour aller dans le sens. Je le souhaite fortement. Je le souhaite fortement. En tout cas, il n'y a pas de problème, je te mettrai en contact avec lui, avec grand, grand plaisir. Je pense qu'il sera ravi d'échanger avec toi. Bon, alors, comment tu as trouvé notre discussion? Magnifique, magnifique, magnifique. Je te remercie. Moi aussi. Alors, écoute, je vais l'enregistrer
Merci Guy. Je vais la placer et je te l'envoie avec 8 transferts de Parfait. manière à ce que tu puisses. Et pour terminer, je te remercie pour mon C'est moi qui livre te remercie Guy. et je te remercie surtout aussi pour mon livre parce que c'est Mhm. un tel message d'espoir et je suis sûr qu'autour de toi, tu as encore beaucoup plus que moi des malades qui ont besoin d'espoir et qui voient que tu peux être en phase terminale et que tu peux te sauver simplement de manière simple et, et en aidant les autres. Il ne faut pas garder pour soi, il faut pas Mhm. garder pour soi, il faut partager. Il faut partager et ça, c'est ma mission d'aujourd'hui. Je ne travaille plus, j'ai la chance d'avoir 68 ans. Non, pas la chance d'avoir 68 ans, j'ai la chance d'être à la retraite plutôt. Mais aujourd'hui, je veux partager, je veux aider. Et qui mieux que toi en France aide. J'ai toujours, je me suis battu lors de mes vidéos, si tu les regardes, avec combien de mes abonnés qui te traitent de gourou du mauvais côté ou de charlatan, et je les ai engueulés, ou alors je les ai virés de ma chaîne, parce que ma chaîne, c'est pour construire, c'est pas pour détruire. On est d'accord. On est d'accord. Je respecte complètement cette démarche aussi. Voilà, eh ben écoute, je te remercie C'est moi encore qui et te remercie Guy. le temps de publier tout ça. Merci, belle journée à toi. Merci à toi. Maintenant, je vais arrêter ça.